Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reçois aujourd'hui Safia Azdine, romancière, scénariste et réalisatrice, auteure entre autres du livre Confidence à Allah, Bilkis et Mon père en doute encore. Elle a réalisé un film Mon père est femme de ménage avec en tête d'affiche François Cluzet. Bonjour Safia, Bonjour, comment vas-tu? super. Alors, je vais te dire ce qui m'a donné envie de t'interviewer. C'est que j'ai lu ton livre il y a un peu plus de 10 ans, Confidence à Allah, qui m'a énormément marqué. Je pense te l'avoir Mm, déjà dit. ouais, De par l'écriture, le langage très cru au départ, mais avec tellement d'amour. Et quand j'ai fermé la dernière page, je me suis dit, j'ai envie de savoir qui c'est. Donc, j'ai regardé pas mal d'interviews de toi. Je viens de lire ton livre Mon père en doute encore. mhm. Et ce qui m'a plu et ce qui me plaît en toi, c'est ta capacité naturelle à te libérer du regard des autres. Cette personnalité affirmée, alignée sur ses valeurs. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon Avec invitation et plaisir. partagé avec nous ton parcours exceptionnel. Oula, merci. Tu as grandi à Figuig, à Agadir. Non, en fait, je suis née à Agadir et on va dire que les vacances d'été, c'était à Figuig. On est quand même dans une oasis à 300-400 km d'une grande ville. Donc non, j'ai pas grandi à Figuig, mais j'y ai mes racines et j'y ai passé mes étés, le fameux juillet-août euh, chez la grand-mère. Et sinon, oui, non. Et en revanche, là, en ce moment, quand je retourne au Maroc, je ne vais pas à Agadir, je vais plutôt à Figuig, parce que d'abord, c'est plus des paysans, et puis parce que j'y suis bizarrement plus attachée. Ton papa est marocain, Mhm. ta maman franco-marocaine. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton enfance, ton environnement? Bah, extrêmement heureuse, très belle enfance, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'entendais souvent le mot amour entre mes parents. Déjà, mon père est un homme qui dit je t'aime. Et puis à sa femme, à ses enfants. Et à côté de ça, une enfance, une éducation stricte, avec pas beaucoup d'interdits. Par contre, en tout cas, s'il y avait un interdit, il y avait une explication après cet interdit. Donc, un père en accord avec ma mère, mais je dis souvent le père parce que c'est lui qui avait une grande gueule, on va dire, et une éducation stricte, un petit peu comme on peut s'imaginer l'éducation, non pas d'une fille, mais de ses enfants. Il a éduqué son fils et ses filles exactement de la même manière. Donc on ne s'est jamais senti, ma sœur et moi, diminués, ou on n'a jamais trouvé ça injuste. C'était la même éducation pour mon frère et nous. Donc on se sentait totalement... c'était comme ça, voilà, on s'y faisait. Mais par contre, il y avait quelque chose de très important, c'est que, en fait, mon père temporisait, il n'interdisait pas. Il nous disait juste qu'en fait, c'est pas pour maintenant. C'est battez-vous et puis vous l'aurez. Donc, il n'y avait pas de frustration à proprement parler, c'était juste une question de temps. Prouve-moi que tu en es capable, prouve-moi que j'ai raison de te faire confiance. C'est pas quelque chose de ton âge, ça arrivera plus tard, etc. Et très peu de tabous. Euh, on- voilà, c'était pas un homme qui changeait de chaîne dès qu'il y avait un bisou à la télé. Euh, C'était quelqu'un qui nous parlait d'amour, qui nous parlait... et puis on le voyait surtout être un homme très amoureux, c'est très important chez lui. Il était assez démonstratif, papa, avec nous, avec son entourage. Mais à côté de ça, quand même, fallait filer droit. Et ça ne nous a pas dérangés. Encore une fois, vraiment, c'était important de sentir que chaque chose en son temps. Et puis, prouve-moi quelque chose. Est-ce que tu penses, parce qu'il y avait une bonne communication, que Ah, c'était il y avait plus facilement accepté? Oui, il y avait énormément de communication. Il y a ce fameux passage dans mon livre où j'explique que quand on rentrait de l'école avec mes frères et sœurs, il était là un petit peu comme un patriarche dans le salon, assis par terre toujours, parce que il était... Non, mais c'était beaucoup plus... C'est sa manière de s'asseoir, c'était pas un rôle, quoi. C'est quelqu'un qui a grandi à Figuig, là où on s'assoit par terre sur des tapis. Donc, il a continué à s'asseoir comme ça, même en France. Et donc, on arrivait, et puis c'était vraiment... alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Comme si c'était à chaque fois un jour un événement. Parce que pour lui, en effet, l'école, le fait qu'on fasse des études, c'était un événement. Et ben, on lui disait ben, rien, et il disait ben, alors invente. Et c'était juste une manière pour lui de nous garder près de lui, de garder ces petits lionceaux à côté de lui et de passer du temps avec nous, alors que nous, on avait forcément, vers l'adolescence, envie de faire autre chose. Et donc, j'étais celle qui jouait le plus le jeu, j'inventais plein d'histoires.
Et lui étant un conteur né, c'est probablement lui qui m'a transmis l'envie d'écrire et de raconter des histoires, quoi. Et justement, à quel moment l'écriture est apparue dans ta vie? Tu disais pas très jeune? Non, pas du tout jeune, et même la lecture n'est pas apparue jeune. Je lisais pas énormément petite. En revanche, j'avais un rapport au livre c'était pas un objet qui me faisait peur. Il y avait beaucoup de livres à la maison. Mon père est un autodidacte, il est allé à l'école de manière sporadique, et puis parce qu'il préférait déconner dehors, dormir à la belle étoile avec ses copains. C'était encore possible à l'époque, et c'était une ville qui s'y prêtait. Donc c'est un peu, c'était Tom Sawyer, quoi, mais dans le désert. Et donc, il a évidemment énormément appris plutôt dehors qu'à l'école. Et, euh, et il avait quand même ce petit regret de ne pas avoir fait de grandes études. Forcément, à un moment donné, ça le titillait. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a quitté le Maroc, alors qu'on y était très heureux. Mais il avait ce fantasme de que ses enfants fassent des études en Europe. Voilà. Mon frère et ma sœur l'ont fait. Moi, je l'ai un peu plus déçu là-dessus parce que j'ai fait un doc de sociologie pour lui faire plaisir, puis après je trouvais ça, enfin c'était pas pour moi, donc j'ai préféré voyager et faire autre chose. Mais enfin, il est quand même très fier de moi, c'est pas le problème. Ouais, ouais. Mais voilà, c'était important à la maison qu'on voit les livres et qu'on n'en ait pas peur. Et la première chose qu'il a acheté, je me souviens, c'était encore des gens faisaient du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies, et on n'avait pas encore la télévision, et il a acheté une encyclopédie qu'on a toujours, très belle, reliée, avec des dorures, qui coûtait 12 000 francs à l'époque, ce qui était énorme pour le budget dans la famille. Mais c'était important, il y avait l'encyclopédie avant la télévision, même si on a passé de très bonnes soirées avec la télévision. Voilà, c'était ce genre de papa. C'est incroyable. Ah bon, ouais. C'est incroyable, surtout moi qui ai grandi aussi, donc pas au Maroc, mais en Tunisie, mais je sais que ça reste particulier, parce qu'on ne dit pas je t'aime comme ça, on fait des interdits, on n'explique pas. C'était un peu plus ça, disons, plus commun. Donc ça a quand même quelque chose, une belle transmission en tout cas. Oui, non, mais bien sûr, enfin, ça de toute façon, la transmission, elle était là, mais c'était... Je ne peux pas faire de généralité. Je pense qu'il y a de très bons papas qui ont fait comme ils ont pu et de leur mieux. Et mon père, dans son malheur, en ayant été orphelin, c'est un homme qui a grandi qu'entouré de femmes. Et que peut-être le fait d'avoir grandi entouré de femmes, pas opprimées, mais en tout cas qui dépendaient d'un homme, a fait de lui un vrai féministe, vu qu'il place son féminisme uniquement d'un point de vue économique, et qui m'a toujours expliqué que l'indépendance économique dans un couple, c'était absolument primordial, tout simplement parce qu'en étant indépendante, on aime mieux, on reste pour les bonnes raisons. Voilà. Donc je sais que c'est un peu facile de dire ça, j'ai tout fait pour l'être, mais c'était dans l'image que j'avais de mon couple futur. Il fallait d'abord que je sois indépendante économiquement. À un moment donné de ma vie, je ne l'ai pas été, et je n'ai pas aimé la fille que j'étais à cette époque-là. Enfin, pas aimer la fille que j'étais, ce n'était pas horrible, mais je me sentais toujours un petit peu redevable, et c'est quelque chose qui était impossible pour moi. Et puis voilà, le fait d'être indépendante économiquement, c'est horrible, hein, parce que c'est pas très romantique de parler d'argent, mais enfin, je veux dire, c'est quand même à la base de beaucoup des problèmes d'aujourd'hui et des couples qui se séparent aussi. C'est que oui, on aime mieux son chéri quand on sait qu'on reste pour les bonnes raisons, et que si ça se passe mal, on peut partir demain, et qu'on est à l'abri, et qu'on peut se payer un appartement. Et voilà, et donc on reste pour les bonnes raisons. Et est-ce que justement, tu disais dans une interview que j'avais vue il y a quelques temps, tu parlais justement de cette égalité homme-femme, et que c'était important que ça passait justement par quelque part par le porte-monnaie. Et c'était, moi j'ai trouvé ça, faut le dire, faut oser le dire. Ah mais oui, c'est, ouais. mais c'est la Non, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, on peut se cacher derrière... enfin, c'est quand même toujours ce qui revient... en tout cas, moi, dans mon entourage, quand je vois des copines lointains ou proches, mais c'est souvent ce dont on ne veut pas parler au début, parce que ça va pas ça cadre pas avec l'image romantique du mariage où on se regarde, on s'aime, et puis on fait plein d'enfants. Oui, mais à un moment donné, il y a une réalité. Et moi, ce qui me permet en tout cas d'être épanouie, c'est encore une fois de savoir que demain, je peux subvenir à mes besoins. Puis en plus, je suis fière de ça, je suis très contente. Voilà. Et justement, en quoi tu as dû croire, Safia, pour y arriver, pour devenir cette écrivaine reconnue?
Alors, j'ai pas tout de suite cru en moi, hein. D'abord, en plus, écrire, je trouvais ça assez prétentieux. J'ai pris longtemps à dire je suis écrivain, hein. Quand on me demandait, pendant en tout cas les 5 premiers livres, je disais j'écris. Puis après, je me suis dit, mais le métier, quand on écrit, c'est écrivain. Donc maintenant, je dis bah, je suis écrivain. Mais il y avait un côté un peu prétentieux au début où on se dit, mais je vais aller soumettre un manuscrit. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire qu'un autre? Ben, à un moment donné, vous savez quoi, c'est pas si mal d'être un tout petit peu prétentieux et de croire en soi. Après, moi, en plus, j'ai une famille qui te soutient, pardon, qui me soutient beaucoup. Et j'ai des parents qui, en effet, me mettent sur un piédestal, moi, mes frères et sœurs. Et je trouve que c'est aussi le rôle des parents de nous mettre sur un piédestal. Parce que t'inquiète pas, dehors, on nous remettra à notre place, donc ça, c'est pas un problème. Moi, j'adore quand j'envoie mon manuscrit à mes parents. J'attends qu'une chose d'eux, c'est qu'ils disent que c'est super et que c'est génial et que je veux des superlatifs. Parce que quelque part, c'est ce que j'attends d'eux, puis c'est un jeu entre nous. Puis après, je l'envoie à ma sœur, et là, je me rends compte que c'est pas super, parce que ma sœur, elle est plus dure, et puis c'est aussi ce que j'attends d'elle, qu'elle me dise là, c'est bien, là, c'est pas bien. Puis après, il y a le couperet final, c'est l'éditeur qui la lit, et puis lui, il n'a pas à te mettre ni sur un piédestal, il pense au livre d'abord, puis après, il y a un énorme travail de correction. Mais moi, je trouve ça très bien, les parents qui adorent leurs enfants, et sans les étouffer, mais qui... voilà, moi j'aime toujours rentrer à la maison, j'aime toujours rentrer chez mes parents, j'aime toujours me blottir dans leurs bras, et parce qu'ils croient en moi, voilà, et maintenant je crois en moi depuis très longtemps parce qu'ils ont cru en moi et qu'ils me font confiance et que on peut pas se mentir longtemps. On sait quand on est un peu une fraude, on sait quand on est un peu fraudeur. Ces fameuses minutes où on est seul, nous et nous-mêmes, avant de s'endormir, où il n'y a personne pour nous flatter ou pour nous dire des choses, on sait si on a fraudé dans sa journée. Voilà. Et, euh, et, donc, pourquoi je crois en moi? C'est parce que, à mon niveau, hein, je ne dis pas que tout ce que je fais est incroyable, mais en tout cas, je sais que je travaille beaucoup pour que mes livres soient le mieux possible. Et donc, rien que ça fait que je trouve que je ne suis pas une fraude. Et donc, moi, hein, c'est moi et moi. Et donc, je m'endors bien. Et donc, je suis assez contente de moi, sans être fière, mais contente. Et donc, c'est ce qui me permet de croire en moi, c'est que j'essaie d'avoir un regard très juste sur la personne que je suis. Et donc, à la fin, l'équation, c'est que je m'aime bien. Quand tu as écrit ton premier livre, les gens que tu aimes et qui t'aiment te soutiennent, c'est ce que tu dis. Les gens, ils te disaient quoi? Les autres, que tu n'écoutes pas, que tu écoutes? Comment ça se passe en fait? Quand tu te lances, il y a forcément des gens qui vont te dire mais tu t'embarques dans un truc. Non, bah, ça a été le cas? Déjà, je ne demande pas trop l'avis de tout le monde. Celui de ma famille, donc encore une fois, ça, même si c'est pas, comment dire, même si c'est pas la vérité, tu as ce besoin d'être encouragé, même si tu sais que c'est un peu fragile et puis après, faut quand même se lancer, quoi. Faut aller faire lire ça à un éditeur qui a aucun affect avec toi et qui va te dire, bah, je pense que ça peut intéresser les gens. Voilà, donc, mais évidemment, il faut avoir une certaine dose de confiance. Et s'aimer, mais en tout cas s'aimer au bon endroit, en tout cas placer son ego au bon endroit, en avoir en tout cas, et le placer juste au bon endroit pour te permettre de faire des choses. D'être aligné. Et aussi te permettre de te relever s'il y a un échec, ce qui a été le cas parfois. Donc là, c'est un livre, on me demande, c'est un livre sur mon père, et on me dit, ah bon, pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a tendance à s'imaginer, ben, c'est forcément un père qui m'a battu, qui a si... Et en fait, on n'a plus l'habitude de lire des livres sur des gens juste bien, quoi. Donc, c'est pas celui que j'ai le plus vendu, parce que on se dit, il faut qu'il y ait un drame dedans, il faut qu'elle ait souffert, etc. Et je dis, bah non, c'est tout le contraire, je n'ai pas souffert, et j'ai eu un bon papa, arabe et musulman. Donc, ce qui t'a permis d'être ce que tu es. Et ce qui me permet aussi d'être ce que je suis aujourd'hui, donc bah, c'est pas très vendeur. On préfère les pères qui ont frappé, on préfère les pères qui ont trahi, qui ont violé, qui ont... je suis désolée, non, ça n'a pas été le cas. Ça ne rend pas meilleur. Non, je comprends que certains aient besoin parfois d'écrire des livres sur leur enfance, des traumatismes, de mauvais pères. Mais je trouve important aussi de parler des bons papas, de ceux en plus qu'on a beaucoup stigmatisés, comme étant des pères autoritaires, rétrogrades, qui ne faisaient qu'interdire. Et peut-être, évidemment, c'est pas parfait, mais peut-être qu'en ayant été dures avec leurs filles, elles s'en sont peut-être un peu mieux sorties que leurs frères, parfois.
Voilà, au lieu de traîner en bas de l'immeuble, elles ont peut-être appris quelque chose dans leur chambre. Qu'elle devait être indépendante. Oui, et que la vie est compliquée et que les murs, ils tiennent sans elles. Donc, il n'y a pas besoin d'être en bas à tenir les murs. Voilà, vous travaillez, vous apprenez. C'est pas parfait, hein, c'est pas ce que je rêve, c'est pas ce dont je rêve pour ma fille, d'être une jeune fille sans beaucoup de liberté, qui aide la maman à la cuisine, qui se tape le ménage et qui en plus fait ses devoirs. Mais le résultat est que dans cette réalité absolument imparfaite d'une population immigrée, en tout cas, elles s'en sont mieux sorties que les garçons. Dans ton livre, justement, Mon père en doute encore, tu parles de ton enfance, de lui, sans gêne, sans honte, comme c'est. On fait comment pour se libérer du regard des autres comme ça? Ah bah ça, alors je peux pas te dire, mais en tout cas, moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Rien à faire. Non, c'est pas, je suis pas seule avec des œillères et je veux rien savoir. La vie de mon chéri est important pour moi, le regard de mes enfants est important, celui de mes parents, de mes amis très proches, mais j'en ai rien à faire et donc je comprends aussi que mon regard n'intéresse pas tout le monde et donc tout ça, ça te place à un endroit qui est plutôt sain, quoi. Je veux dire, j'y peux rien, c'est vraiment naturel chez moi, je m'en fous. Tant que je sens que je ne suis pas une fraude et que je suis cohérente avec ce que je pense et ce que je suis. Et tu fais comment pour savoir qui tu es, pour revenir justement dans ton axe? Bah déjà, j'analyse pas, quoi. C'est quelque chose que tu ressens. J'ai l'impression que tout passe pas par l'analyse. Je veux dire, on sait très bien, il faut arrêter de s'infantiliser soi-même en se disant « qui va me dire qui je suis ?» Non, au fond de nous, on le sait un petit peu. Enfin, on le sait même beaucoup, je crois, mais on ne veut pas forcément savoir. Moi, je pense que pour écrire, de toute façon, il faut être authentique, c'est un grand mot, parce que je ne suis pas tous les jours authentique non plus, mais il faut un petit peu savoir qui on est. Je crois qu'on ne peut pas duper un lecteur. Non. On croit que c'est possible, et puis on se relit 2 semaines après, puis on sait que cette phrase, c'est une phrase ramassée par terre, il faut l'enlever. C'est pas la tienne. Ouais, voilà. On le sait, on le sent. C'est l'instinct, l'instinct. Après, je me fous du regard des autres, mais je préfère qu'ils soient bienveillants et j'aime bien quand on m'aime bien ou qu'on aime bien mon livre ou que quand on m'invite, quand des lycéens m'invitent parce qu'ils ont aimé tel livre, etc. Enfin, je ne marche pas sur l'eau au-dessus de tout le monde et puis je me fous. Non, non, c'est vraiment que dans ma journée de tous les jours, ma nature, c'est plutôt de me foutre du regard des autres. Vous avez entendu? De quoi? C'est bien. Ouais. C'est important. En fait, c'est une capacité naturelle qui est chez toi et chez d'autres, ça peut se travailler. Ça peut se travailler. Oui, et c'est pas donner le pouvoir aux autres, en fait, de dire qui on est. Disons que tout est lié. Le fait que, c'est bizarre à dire parce que sorti du contexte, tu trouves ça en titre, tu vas dire Safia Azzeddine s'aime. Comme je te disais, je m'aime bien. D'accord, je suis en paix avec moi-même et je m'aime plutôt bien. Ben, le fait que je m'aime bien fait que j'ai pas besoin de la validation de tout le monde. J'ai besoin de la validation de ceux en qui je mets, qui ont de l'intérêt pour moi, tu vois. Donc, tout ça est lié, quoi. Quand tu es plutôt cohérente avec ce que tu es et que tu fais ce que tu aimes et que tu dis plus ou moins ce que tu penses si on te le demande, naturellement, tu n'as pas forcément besoin d'être validé par les autres, en fait. Et puis, c'est une entreprise complètement folle, quoi, de vouloir être validé par tout le monde. Enfin, tu vois, tu ne t'appartiens plus. Et surtout, par manque de temps, et puis parce que j'aime pas trop les emmerdes et pas les contraintes, j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. À la sortie de ton premier livre, justement, c'est dans la continuité, on te dit, on veut te donner le rôle de cette femme porteuse de parole des femmes musulmanes opprimées. Ça t'aurait ouvert pas mal de portes, même si les portes sont ouvertes, mais ça aurait pu t'en donner encore pas plus. Toutes. Pas toutes. Là, tu refuses, tu restes axé sur tes valeurs, sur qui tu es. Tu n'es pas une victime, tu es quelqu'un de responsable. Tu refuses. Tu gères comment ces situations, justement, où certaines portes se ferment, alors que toi, tu démarres, c'est ton premier livre. Tu fais comment pour continuer? Te dire, je fais pas c'est pareil, c'est le fameux feu intérieur. T'y crois pas.
pour moi, je me suis toujours dit que... En plus, j'ai eu un succès assez fulgurant. On m'appelait la Scheherazade des temps modernes. Il a suffi de ça, en fait, pour que tout de suite je me retire et que je me dise, je ne veux certainement pas être Scheherazade des temps modernes. Et surtout, oui, j'ai bien senti qu'on voulait me faire passer pour oui, la porte-drapeau. En plus, je cochais beaucoup de cases, quoi, tu vois. Je ressemblais quand même un petit peu à une occidentale. J'étais jolie, j'étais machin. Tu coches des cases, quoi. Mais par contre, il fallait dire des choses avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord, quoi, ni pute ni soumise. Voilà, je voulais pas être ce genre de personne. Et donc, tu prends la décision très vite parce que tu es comme ça. Enfin, moi, je suis comme ça, en tout cas. Donc, j'aurais pas pu être autre chose. Donc, tu as des portes qui se ferment, tu as des gens qui sont pas forcément sympas, qui te disent plus bonjour du jour au lendemain parce que tu n'as pas voulu être cette personne. Voilà, ils aimaient pas forcément mes réponses. Et puis donc, tu n'as qu'une chose, c'est qu'il faut bosser, écrire et rendre de bons livres et travailler. Et ça me correspond plus, en fait. Et pourtant, j'adore faire la fête et et j'ai des amis, etc. Je ne suis pas du tout enfermée chez moi à écrire toute la journée. Mais c'est le copinage, moi, qui me dérange. Qui te dérange. Ouais. Tu trouves que c'est pas vrai, pas authentique? Je vais dire un truc, je ne sais pas si tu vas le couper, et je ne dis pas ça personnellement, mais je trouve presque plus honnête de coucher. De coucher que de... Ouais. Au moins, c'est plus... Non, mais déjà, c'est une fois, au pire, et puis on sait, quoi. On sait que c'est pour ça. C'est pour avoir un rôle, c'est pour avoir un contrat, c'est machin. Copiner, ça dure des années, t'es là à lécher des culs, alors que, franchement, c'est plus de la prostitution que de coucher un soir. Voilà, je rassure mon père, je ne l'ai pas fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc un peu... Je te parle comme si, d'ailleurs, on est entre nous, n'est-ce pas? Dans le processus de ce que ça fait chez toi, entre l'un et l'autre, s'il fallait choisir, je crois que je choisirais de ça. Grâce à Dieu, je n'ai pas eu à le faire et je ne le ferai pas parce qu'encore une fois, voilà, on est qui on est. Mais je trouve ça presque plus honnête. Tu dirais quoi à la Safia d'il y a 20 ans? Si tu devais lui dire quelque chose. Non. Ta fille. Ma fille, je lui dirais pour l'instant, elle a 6 ans, donc je ne l'embête pas avec l'avenir. Pour l'instant, on profite. Mais à la Safia d'il y a 20 ans, bien, bravo, c'est bien. Non, mais c'est pas mal, quoi. Je suis fière. Je me réjouis, en fait. Je ne peux pas être fière. Je trouve la notion de fierté très bizarre. On ne peut pas être fier d'où on vient, tu vois, c'est un hasard. Je suis marocaine, c'est un hasard. Je ne peux pas être fière d'un livre. Je suis contente d'avoir écrit un livre, je me réjouis de son succès, mais je ne peux pas être fière, c'est trop tôt, quoi. Et puis, ça rend un peu con d'être fier d'être arabe, d'être fier d'être français. On peut se réjouir, on peut aimer sa culture, on peut être content, tu vois. C'est plus jouissif, en fait, c'est plus présent d'être content de quelque chose. Alors que d'être fier, tu te mets un petit peu au-dessus du lot, quoi. Non, je suis contente de mon travail, je suis contente d'ouvrir un document Word qui est vide, et un an après, il y a 200 pages. Voilà, il y a du travail. En plus, l'écriture, on pense que c'est que de l'inspiration ou beaucoup, parce qu'on a l'impression que les auteurs ont toujours des fulgurances comme ça qui les atteint, comme si la lumière les... Non, c'est 10% d'inspiration, 90% de travail. Enfin, moi, en tout cas, tu travailles beaucoup un texte, quoi. Et est-ce qu'il y a un message qui est au-dessus de tout, au-dessus de toi, que tu cherches à faire passer à travers tes romans? Par exemple, dans Confidence à Allah, tu parles de cette jeune prostituée. À travers ce livre, toi, ta vie change. La sienne, non. Tu le disais d'ailleurs dans une interview. Et c'est quelque chose qui te peine un peu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une partie consciente ou inconsciente peut-être de se dire, à travers mes écrits, je cherche à changer quelque chose dans le monde, à apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a une ambition, en tout cas, peut-être inconsciente? Je pense que de toute façon, s'il y en a une, il faut qu'elle t'échappe. Parce que si tu l'as et que tu fais tout pour, je pense que le message n'y passe pas. Ouais. Donc si j'en ai une, j'espère qu'elle m'échappe et qu'elle est à travers mes bouquins et que ça voyage comme un livre voyage et qu'on peut rater un livre et le lire 3 ans après, on ne sait pas pourquoi. Puis on peut le lire à un moment donné, pas l'aimer, puis le relire dans 10 ans et puis adorer. Donc s'il y a cette chose,
j'espère que ça m'échappe, donc je ne pourrais pas te répondre. Peut-être dans mes livres, même s'ils ne parlent pas tous de religion, j'en parle un petit peu. Ce serait peut-être plutôt une manière, encore une fois, d'apprendre à plus s'aimer soi-même et dire merci à Dieu plutôt que pardon. Voilà, on nous a appris à trop demander pardon à Dieu. On se demande même parfois pourquoi. Et je pense que c'est bien aussi de lui dire merci pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas en Dieu aussi, de remercier ce qu'on a, de remercier la vie. Voilà, c'est des phrases un peu sorties du contexte. On a l'impression que c'est des phrases un peu ramassées par terre, mais c'est une manière peut-être d'envisager la religion différente dans les livres. Dans mes livres qui parlent de la religion, c'est une manière de dire merci plutôt que pardon. Après, tous mes livres ne parlent pas de ça et heureusement, d'ailleurs, ils parlent plus de foi d'une manière générale que de religion. Et donc, voilà, avoir foi en soi, mais je sais que c'est pas gagné, c'est pas évident, il n'y a pas une formule magique. D'ailleurs, je ne peux pas te dire d'où ça vient exactement. Ça vient de plein d'endroits, ça vient un peu de moi aussi, de qui je suis et de ce que je me vois faire. Ça vient de mon enfance, de ma famille, de choses qu'on m'a répétées. Voilà, c'est un concours de circonstances. Oui, j'ai pas de formule qui couvre un petit peu tous mes écrits. Il n'y a pas de message en particulier, quoi. En tout cas, le lecteur, moi qui en suis une, il y a quelque chose, quand on aide une personne, juste par être qui on est, parce qu'on devient un exemple. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview avec toi, c'est parce que quand on est juste qui on est, ça va forcément parler à quelqu'un qui va s'en inspirer et qui va peut-être, elle ou il, changer quelque chose dans sa vie. Parce qu'ils n'ont pas forcément des capacités que toi, tu as à certains endroits, à certains qui vont moments. être un exemple pour eux. Par rapport à tes enfants, tu leur transmets forcément quelque chose qui t'ont semblé, toi, juste. Et j'en viens à ma prochaine question, c'est justement, qu'est-ce qui est pour toi une connerie fondamentale dans l'éducation envers ses enfants? Quelle est la chose que toi, tu t'interdis de faire pour les aider à grandir et à être forts? Ce que je leur transmets, c'est vraiment la valeur du travail. Voilà, on commence un sport, on va jusqu'au bout. On n'essaye pas 50 sports tous les jours, tu vois. On en fait un, on s'y tient, on rate pas, même quand il pleut. Qu'est-ce que je leur dis d'autre de fondamental? Oui, que voilà, qu'on travaille. En plus, ils me voient beaucoup travailler. Donc que ça, ils me voient, voilà, ils me voient beaucoup travailler, donc ils savent que c'est important. De la démonstration d'amour tout le temps, mais ça, de toute façon, je ne peux pas m'en empêcher. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que je ne fais absolument pas avec mes enfants? Tu surprotèges? Protèges? Je les protège parce que c'est des petits-enfants et qu'on protège ces enfants et qu'un jour, ce sera à eux de me protéger. Pareil, c'est très important, les anciens. On appelle ça les vieux ici, moi j'appelle ça les anciens. Aucune, comment dire, les grands-parents, que ce soit les parents de mon chéri ou les miens, sont des rois. Vraiment, on les met sur un piédestal. Il y a un côté très respectueux, en tout cas dans nos cultures, ici aussi, mais enfin, ça change un petit peu, tu vois, même au Maroc, on s'occupe de nos vieux, en tout cas dans des petites villes encore, on s'occupe de nos vieux, on estime qu'on leur doit bien ça. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, quoi. C'est-à-dire que les grands-parents sont absolument sacrés, et dans la forme et dans le fond. Donc ils ont une espèce d'amour, évidemment, mais une espèce de respect très important pour les parents. Voilà, ça c'est le rapport aux vieux. Je dis toujours, on fait des baby showers pour les enfants qui n'ont encore rien prouvé. Alors oui, c'est mignon, d'accord, c'est très mignon et tout, mais on les célèbre alors qu'on laisse crever nos vieux. Et c'est très africain de dire ça, mais en même temps, bon, le Maroc est en Afrique. C'est nos grands-parents qu'on devrait célébrer, c'est nos vieux, c'est nos anciens, c'est eux qui ont des choses à nous transmettre, et être peut-être moins focalisés sur
le bébé, moins le célébrer, l'aimer, hein, mais en tout cas, lui, c'est une page blanche et l'autre, c'est une page écrite. Et je crois qu'on s'est trompé de sens là. Voilà, les grands-parents, les vieux ont tout à nous apprendre, les bébés, rien, c'est nous qui avons à leur apprendre. Donc, je les protège, je les adore, mais j'en fais pas des petits rois, j'en fais pas des tyrans. C'est moi qui décide, c'est papa, c'est les adultes qui décident. Ils s'adaptent, c'est pas le contraire. Et tu peux tout faire à partir du moment qu'ils sentent de l'amour, de la sécurité au foyer. Pour moi, enfin, tu vois, j'ai rien inventé là dans ce que je viens de te dire sur les enfants. Ça me semble encore être du bon sens et de l'instinct. Mais l'enfant suit, ouais, l'enfant suit. C'est pas lui qui décide. Et par rapport à la vie extérieure, quand on parle de protection, est-ce que tu vas essayer d'enjoliver la vie? La Non, vie est non. magnifique et merveilleuse, ou dès le jeune âge, tu vas leur donner ce qui est? Non, non, mais ils sont pas cons, les enfants. Je veux dire, rien que sur le chemin de l'école, ils voient ce que c'est la vie. La vie. Donc, évidemment que quand on rentre, qu'il pleut dehors et qu'on rentre et qu'on se met sous un plaid et qu'on regarde un bon film avec un bon goûter, je ferai ça tant qu'ils acceptent, parce que je crois que c'est moi qui aime ça, qui aime faire ça le plus. Mais rien que sur le chemin de l'école, ils voient bien que c'est pas ça la réalité. Mais moi, mon travail pour l'instant, c'est de leur donner ça à la maison. Après, la société, la réalité, le monde extérieur va se charger de les remettre à leur place. Ils seront préparés. Oui ou pas, moi je ne l'ai pas forcément été. Moi, c'était tellement bien à la maison que je me suis un peu cassé les dents en sortant de mon cocon. Bah oui, ben, je me suis relevée. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Et oui, ils vont souffrir, mes enfants. Et Merci Safia merci à toi. pour cet échange. Merci.